Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre, ça a été ma petite lecture d'été, Alain Debreil et Rachid Naïmé, le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses, effectivement, une introduction à la symétrie. C'est dans la collection Nano chez Calvage et Mounet, donc c'est un livre bien stabiloté, comme tous les bons livres. Un livre, pour savoir s'il est bien, j'ai à peine besoin de le lire, je le stabilote intuitivement. Voilà, ce sont des jolies maths, c'est des maths en tout cas comme j'aime, avec une culture de mathématiques, ce qu'on appelait les mathématiques modernes dans les années 70, avec en plus la géométrie. On avait critiqué les mathématiques modernes d'avoir apporté beaucoup de structures algébriques, mais de choses abstraites, mais en même temps d'avoir laissé tomber la géométrie, d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. Bon, c'était une critique de l'époque. Si on devait faire la critique là maintenant des programmes actuels, on dirait qu'on a jeté le bébé, on a jeté la baignoire, on a jeté le robinet. Alors j'ai trouvé le livre particulièrement clair, ça se boit comme du petit lait, c'est la collection Nano, ça se lit bien, vous voyez, il tient bien dans la main. J'aime bien cette collection, elle se prête à des choses simples, sans prise de tête. Les maths dedans sont bien, mais sans aller vers le sensationnel. On est toujours dans des jolies maths, on est juste bien là où on est. Et puis, franchement, j'aime bien le rapport entre ce qui est écrit et le livre. On peut le lire, on peut l'emporter où on veut, on peut le lire dans un hamac. Et ce sont des maths qui se lisent dans un hamac, c'est-à-dire qu'on lit, on n'a pas besoin de stylo à côté pour noter, pour faire des calculs. Le chemin s'éclaire au fur et à mesure. Le texte est bien, il y a des énoncés de résultats, il y a toujours des preuves de tout. En même temps, les preuves sont jamais bourrins, c'est toujours éclairant. Les dessins, alors les dessins, ils sont carrément magnifiques. J'admire leur maîtrise des dessins en latex, vraiment, c'est incroyable de savoir faire ça. Il y a des dessins de toutes sortes, ça peut être des polyèdres, de plans, des intersections dans l'espace, des treillis de sous-groupes, des treillis d'extension de corps, etc. Bon, voilà. Et des fois, des dessins purement heuristiques de comment il faut comprendre les choses. Et les dessins sont des bons guides pour notre regard et donc pour notre compréhension. Et globalement, il y a le texte, il y a les dessins, mais il y a le style. C'est-à-dire c'est un style avec un certain recul, sans jamais perdre de vue l'explication pas à pas. Mais c'est un recul, et c'est un recul qui se prend jamais au sérieux. Je pense que Rachid Naïmé y est pour beaucoup. Il a un côté présentateur de planétarium. On est plongé dans un état où on regarde un ciel étoilé, on regroupe les choses en constellations. Il y a ce côté storytelling qui est quand même très agréable et qui va bien avec la collection Nano. C'est l'alpha et l'oméga. On a cette petite collection et puis ça nous ouvre vers un grand univers. Alors donc ça parle de S4 qui présente tout de suite comme le bon groupe à connaître. D'abord parce que il est pas trop petit, d'accord, il a quand même 24 éléments, donc c'est pas un groupe ridicule comme S2, S3, il y a des choses à faire. Il n'est pas non plus trop grand. Bon, S5, on galérerait un petit peu. On pourrait faire A5, mais A5 il est simple et donc assez austère au niveau des sous-groupes distingués. S4 a justement ce petit côté sous-groupe distingué surnuméraire là, qui vient se rajouter là. Il a ce côté exotique par rapport aux autres sous-groupes. Il a ce groupe de Klein qui est particulièrement intéressant, mais surtout les métamorphoses. C'est un groupe qu'on va rencontrer partout dans les maths. Et ça, c'est joli. C'est d'ailleurs
un joli exercice de style dont il parle dans l'introduction, où il lance le défi à d'autres mathématiciens d'écrire un livre dans cette même collection à partir d'un objet qui a cette ubiquité. Ça m'a un peu interpellé, faudrait voir ça, mais c'est vraiment chouette, vraiment une belle idée de lancer ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un livre, on va dire, de mathématicien, mais aussi bien pensé en tant qu'édition. Hein, voilà, alors S4 va être tour à tour présenté comme groupe. Alors groupe avec ses propriétés de groupe, de centre, de groupe dérivé, ses silos. Bon, voilà, le trait de ses sous-groupes, les sous-groupes distingués, comment ça marche, bien sûr. Aussi, on va voir sa présentation par générateur et relation, plusieurs présentations, des présentations aussi de type Coxeter, mais ensuite on va le voir en situation, c'est-à-dire on va le voir dans la géométrie affine, par exemple sur corps fini, hein, où on va voir à quoi il est isomorphe en tant que groupe affine. On va le voir aussi plonger dans le groupe des isométries. Alors là, c'est assez joli. Et toujours avec les dessins qui vont avec. On va le voir comme gestionnaire de solides platoniciens, tétraèdres, cubes, et tout ce que on a vu précédemment sur le groupe S4 va se voir, hein, bien sûr il va se voir dans l'espace euclidien, et bien sûr il va se voir dans les groupes d'isométrie du cube et du tétraèdre, et même des interactions qu'il peut y avoir entre cube et tétraèdre. On va voir S4 dans la théorie des représentations. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je présente S4 et je dis justement comme eux. Moi aussi. D'ailleurs, j'avais dit dans une vidéo précédente sur la théorie des représentations comment S4 pouvait être le groupe parfaitement adapté, toujours pareil, ni trop petit, ni trop grand, hein, pour être présenté en 15 minutes avec la table de caractères, hein, et en même temps des incursions dans la géométrie, hein, en particulier des solides platoniciens, lors d'un oral d'agrégation. C'est un truc vraiment très joli. On voit aussi la théorie de Galois avec S4, qui est particulièrement intéressante. L'équation de degré 4 est gouvernée par S4, et c'est le dernier groupe, ou si vous voulez le groupe le plus complexe, mais où en même temps on peut tout résoudre par radicaux. Donc c'est le dernier groupe résoluble, et ça veut dire qu'on peut tout résoudre par radicaux et regarder tout ce qui se passe, d'une part du côté des groupes, et résoudre des groupes, et d'autre part du côté des équations, et résoudre des équations par radicaux. Donc en théorie de Galois, c'est vraiment un objet d'expérimentation de la théorie de Galois et de la résolubilité par radicaux idéal. On voit aussi S4 qui agit sur le birapport, hein, le birapport qui va être une fraction rationnelle à 4 variables. Chacune de ces variables représente une droite du plan vectoriel, et ou alors, si vous voulez, un point de l'espace projectif P1. Et donc, comme il y a 4 variables, il y a S4 qui agit par permutation sur les variables. Il y a une étude intéressante à faire de l'action de S4 sur le birapport. Tout le monde applaudissait très fort et trouvait ça génial. Et puis, S4 n'arrive jamais seul. Il vient avec tous ses cousins, que ce soit le groupe des isométries du cube, hein, qui est une légère extension de S4, le groupe octaédral binaire, qui va être aussi une extension de S4, parce que S4 lui s'inscrit dans SO3, et on va voir ce groupe octaédral binaire comme sous-groupe fini de SU2. Bon, passons au défaut.
pas idée d'inculquer à des enfants des bêtises pareilles, et que Shadoko, il fallait le condamner. Il fut très applaudi aussi. Les mathématiques, ça les intéressait, bien sûr, mais brûler le professeur, c'était intéressant aussi, faut dire. Il y a d'abord des fois des petites lacunes, des petites frustrations, certains passages du livre, mais c'est très éparse. Hein. Certains passages du livre, on dit, mais attendez, on peut faire la connexion entre ça et ça. C'est pas des choses qui auraient vraiment encombré le livre, ça aurait été juste une petite remarque. Et puis ça y est pas. Et pourtant c'est des choses, on en a parlé avant, donc on pouvait faire la connexion. Certaines sections qui ont été à peine abordées pour moi, le bi-rapport. En même temps, je comprends. Hein, Rached avait déjà fait des choses chez Cassini où il racontait, donc peut-être qu'il n'avait pas envie de trop se répéter. Mais à moindre frais, on pouvait dire un peu plus de choses, toujours dans le même style. Hein. Si tirer plus de choses de la table de caractère, c'est toujours des toutes petites choses où quand on le lit, on se dit tiens, ils sont juste à côté de ça, et ce serait peut-être pour une autre édition. Ils le disent, tiens, le livre survivra, on pense que le livre va survivre aux auteurs. Bon, donc en tout cas, j'espère que les auteurs auront encore l'occasion de faire d'autres éditions de ce livre, et j'aimerais bien leur faire quelques suggestions pour les autres éditions, juste des petits trucs. C'est très bien pour un prof, très bien pour quelqu'un qui prépare un cours, très bien pour quelqu'un qui veut conserver sa culture mathématique. Après, en fait, je ne sais pas quelle pourrait être la lecture d'un étudiant sur ce livre. Ça, je m'en rends pas compte. Mais quelqu'un qui a déjà l'agrégation, qui a envie, sans se prendre la tête, de lire un truc pour se cultiver, ce livre s'adresse à un certain public de professeurs agrégés qui ont envie d'apprendre des choses, et c'est normal, hein, faut continuer à entretenir la machine quand on a eu l'agrég. C'est dommage de voir ces professeurs qui ont appris énormément de choses, et les maths, ça se perd hein, très rapidement si on n'en fait pas, même des fois pendant 3 semaines, on perd le fil. Donc ça vaut toujours le coup de lire des choses, mais on n'a pas envie de rentrer dans des choses trop compliquées. On a envie juste d'un petit entretien, et là ce livre il est parfait pour on va dire le service après-vente hein, des maths et puis de l'agrégation. En revanche, un étudiant qui doit apprendre toutes les notions, je ne sais pas si je lui conseillerais ce livre, ou alors des passages. Voilà. Localement, il y a des choses vraiment parfaites, et là, ce serait bien aussi de baliser ces choses. Alors ça aussi, peut-être dans une prochaine édition, un peu plus baliser les parties qui pourraient faire un développement, parce qu'il y a des trucs, il y a des développements à tirer pour l'oral de l'agrégation magnifique, et aussi pour apprendre de façon rapide certaines notions. Ok, on va essayer de passer un petit peu ce que j'ai stabiloté en le lisant, parce que qui me semblait intéressant. Donc on va regarder, pas vraiment page par page, mais plutôt chapitre par chapitre. Il fut décidé à l'unanimité qu'on le laisserait parler et qu'on le brûlerait après à la récréation. Bon, alors d'abord j'ai une blague. Monsieur et Madame Gimonet font une autre vie. Le Calva Gimonet. 1-0 pour l'humour. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Voilà, alors on commence à feuilleter le bouquin. Je vous remontre voilà, la couverture. Voilà, et ça commence par l'exergue. Alors c'est toujours pareil, l'exergue c'est un régal pour l'auteur souvent. Des fois ça peut arriver qu'on écrive un livre rien que pour mettre, ou qu'on ouvre un chapitre rien que pour pouvoir
citer une exergue. Là, c'est Henri Poincaré, et ça parle de l'harmonie des lois naturelles. Donc, bon, évidemment, c'est la symétrie. C'est le seul terrain sur lequel on puisse bâtir une morale. Donc, voilà. Sans marchander sa peine. Donc, bon, voilà, j'aime bien le côté, cette espèce d'enthousiasme et cette gratuité dans l'enthousiasme du partage, de la connaissance, tout ça, sans attendre aucune de ces grossières récompenses qui sont tout pour certains hommes. Alors bon, quand on sait que c'est Henri Poincaré et que son frère Raymond a été président de la République, bon, on se dit qu'il en profite pour régler ses comptes dans la fratrie. Et quand il aura pris ainsi l'habitude du désintéressement, donc là, il démolit toute sa famille, cette habitude le suivra partout, sa vie entière en restera comme parfumée, c'est magnifique. Bon, alors bon, l'exergue, c'est vrai que moi j'en aurais imaginé d'autres, mais ça c'est juste pour le plaisir. D'abord, j'avais pensé à celle de Jean-Luc Godard, qui dit ce qui ne va pas, c'est l'alphabet. Il y a trop de lettres, il faut en supprimer beaucoup et passer à autre chose, comme les peintres. Ça déjà, voilà. Peut-être plus drôle, moins explicite que Godard, l'alphabet Shadok, puisqu'on est dans l'alphabet Ga, Bu, Zo, Me. Voilà. S4, vous voulez parler des S4, c'est juste une référence au Shadok, quoi, S4. Et inversement. Alors, je continue. L'avant-propos commence avec une autre exergue. Donc là, c'est de Grothendieck sur les groupes. Et j'ai déjà vu ça quelque part. Hein. Sur la formalisation de l'idée de symétrie. S4 qui est ni trop simple ni hautement compliqué. Et là, un vœu, ça j'aime bien. Les auteurs aimeraient que d'autres collègues suivent leur exemple en singularisant un objet mathématique particulier. Donc là, c'est un peu une idée, c'est pas que des maths, c'est aussi un concept d'éditeur, d'essayer de faire de cette collection nano une façon de raconter un objet particulier, et à travers de ce petit objet particulier, comme le petit livre de la collection nano, atteindre un petit peu un truc plus universel. Et il donne des exemples, il donne des propositions, P2 de R, P2 de C, la distribution de Dirac, la fonction de Riemann, l'hyperbole équilatère. Tiens, alors là, ça j'aimerais bien voir ça, je vois pas du tout. Le corps a un élément. Le corps a un élément. S'il y a un livre de la collection Nano qui sort sur le corps à un élément, ça je l'achète tout de suite. Le fibré cotangent, bon, ouais, ça peut partir peut-être trop tôt. Moi, je sais pas, je le sens moins. Les matrices nilpotentes, ouais, alors ça, j'ai presque envie de dire, ok, j'achète. Le théorème des résidus, ok. Et puis, bon, moi j'avais pensé à d'autres, l'icosaèdre. Et l'icosaèdre, ça me paraît aussi un truc avec déjà, voilà, quoi, les rotations dans l'espace, et puis tous les, il va contenir des cubes, il va contenir il a un dual, le dodécaèdre, il contient des tétraèdres, il est lié à S5, il est lié à la table de caractères de A5. Comment on résout une quantique avec un icosaèdre, ça c'était un très très beau sujet qui nous met sur les traces de Félix Klein. Donc ça c'est des choses absolument magnifiques. Et voilà, on a terminé sur leur avant-propos. Bon, on commence avec un chapitre 1. Bon, rien de spécial au début. Le groupe S de E, le groupe symétrique, hein, des permutations d'un ensemble E.
Bon, le cardinal, donc les générateurs, décomposition en cycle, c'est tout un outillage nécessaire. Alors là, ça peut être bien comme vademecum pour un étudiant, hein, ou même quand on prépare un cours, hein, pour un prof. J'aime bien un petit coup de cœur pour la permutation de l'enfant Gauss. Donc c'est la permutation qui inverse tout, hein, qui a 1 va envoyer sur n, 2 sur n-1, 3 sur n1 et n sur 1. Donc en référence à la preuve de l'enfant Gauss, Gauss quand il était enfant, quoi, comprend, sur la série arithmétique, je pense. Exercice, et déjà le premier exercice, il est sympa. Je connaissais pas. Montrer que Sn est engendré par les dérangements pour n différent de 3. Bon, c'est rigolo. L'action de Sn sur l'algèbre des polynômes k de x1 jusqu'à xn, ah oui, par permutation. Et ce qui est dommage, c'est que cet exercice, après, quand on va se retrouver dans la théorie de Galois, ils ne le reprennent pas, alors qu'il y avait quand même des choses à dire. Bon, ils sont peut-être un peu passés à côté du truc, mais bon, on peut pas tout faire. C'est vrai qu'après, en lisant, en digérant et tout, on se rend compte qu'il y avait d'autres petites choses à faire. Voilà. On liste les éléments de S4, les doubles transpositions, les 3 cycles, les 4 cycles. Et là, il y a des petits exercices encore d'un type nouveau. C'est quand même très très innovateur, hein, pour reprendre des termes qu'on entend souvent en ce moment dans l'administration universitaire. Quand on compose 2-4 cycles, qu'est-ce qu'on obtient? Et en fait, c'est vraiment intéressant. Après, ça peut se formaliser avec, on appelle Q l'ensemble des 4 cycles de S4, et on regarde de Q croix Q dans S4, la composée des deux, et on regarde les fibres, c'est-à-dire on regarde l'antécédent de chaque élément. C'est rigolo, c'est intéressant, c'est sympathique. Chapitre 3, on arrive sur les 30 sous-groupes de S4. Alors c'est déjà des choses qu'on va voir dans le livre d'Alain, hein, donc Alain Debray, où il classifie tous les groupes finis d'ordre, je crois, de 1 à 32. Donc l'art qu'a Alain de dessiner des treillis, de sous-groupes. Bon, ça c'est pas le moins, ça c'est voilà, peanuts, hein, mais quand même, voilà, c'est jolis dessins qui nous parlent. Et voilà, alors là on commence à mieux voir treillis de S4, avec, vous voyez, encadré les sous-groupes distingués, hein, les 2 silos de S4, alors avec des fleurs. Ce sont des fleurs. Et je trouve que c'est un très très beau, comment dire, mélange d'esprit de Rachel Naimé et avec celui d'Alain Debray. Ils font bien la paire. Là, j'aime beaucoup ces façons de dessiner des choses avec des fleurs, avec des citrouilles, avec des choses comme ça. Donc ça, c'est les 2 silos de S4. Donc on sait que S4 a 3 2 silos, hein, qui sont isomorphes à D4. Donc ça, on y viendra après un peu plus tard, parce que dans la théorie de Galois, c'est quand même très chouette. Montrer qu'il existe dans S5 des groupes S3 dont aucun ne se trouve dans l'un ou l'autre des 5 S4 de S5. Ça paraît compliqué comme ça, mais si on imagine S3 dans S5, ben, on va imaginer, on va fixer 2 éléments, on va prendre 2 éléments parmi 5, d'accord? Donc il y a 10 possibilités, et on va fixer ces 2 éléments, comme ça on va permuter les 3 autres. Et donc on va obtenir des S3 dans S5. Mais parmi ces S3, il y a par exemple des transpositions, donc ces S3-là, ces 10 S3-là, hein, d'accord, ne vont pas être dans A5. Or, il y a 10 S3 dans A5. Voilà. Donc ça nous fait en gros 2 classes de conjugaison de S3 dans S5, des qui ne sont pas dans A5 et des qui sont dans A5. Et ça fait un joli petit dessin, d'accord, que je montre ici. Voilà. C'est pas difficile à décrire. Alors, pareil, une petite déception là, c'est que
A5, c'est quand même le groupe de l'icosaèdre. Justement, on parlait de l'icosaèdre tout à l'heure. A5, c'est aussi le groupe du dodécaèdre. Et ces 10 S3 correspondent aux 10 axes qui rejoignent les sommets opposés du dodécaèdre. Je pense que ça aurait été rien de rajouter ça. Ça aurait été vraiment dans l'esprit du livre. Voilà. Mais bon, voilà. Après, ils font des tas d'autres choses. Regardez là, c'est beau quand même. Bon, après, on attaque le chapitre 4. Alors, le chapitre 4, j'ai adoré. Les isométries de l'espace affine euclidien de dimension 3. Il parle bien sûr des sous-groupes finis de SO3, où S4 va se distinguer, puisque ça va être le groupe des isométries du tétraèdre, et le groupe des isométries positives du cube, donc des choses très chouettes. Et ensuite, il y a des rappels. Alors, les rappels sur les isométries affines en dimension 2, sur les isométries en dimension 3, pareil, et affines aussi. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils disent affine en dimension 2 et pas affine en dimension 3, alors qu'ils font la même chose. Là, c'est le résumé parfait. Je donne des cours à la grecque externe, à la grecque interne. Là, je vais carrément faire un copier-coller parce que c'est des choses qui se retrouvent dans la littérature en un nombre de pages. C'est pas assez concis par rapport à ce qu'on voudrait que ce soit concis pour une année d'agrègue. Et là, c'est tout simplement parfait. Donc merci à Rachad et Alain d'avoir écrit ça avec des dessins, mais tout simplement magnifiques sur les composés de symétrie dans le plan et de différentes composés, symétrie, rotation, etc. avec juste le dessin qu'il faut, super bien. Toujours ces petits dessins qui s'adressent à notre intelligence. Paf, on regarde ça et on comprend, qui s'adresse ou même qui réveille peut-être notre intelligence, j'en sais rien. Comment ça s'appelle? J'appellerais ça des schémas heuristiques. Donc une façon de résumer les isométries linéaires en dimension 3 avec un dessin de type nouveau et qui nous permet de comprendre les choses parce que ça utilise à la fois la dimension verticale, la dimension horizontale. C'est chouette, c'est très très chouette. Et là, un chapitre vraiment intéressant sur les sous-groupes. Comment on va pouvoir trouver deux involutions, c'est phi au carré égale l'identité, d'accord? Et phi n'est pas l'identité. Et on cherche deux involutions qui commutent. Voilà. Comment ça va s'exprimer géométriquement d'abord, et puis voilà, combien on peut en trouver, donc évidemment à conjugaison près, hein. Et en fait ça revient à trouver des copies du groupe de Klein, c'est-à-dire Z sur 2Z croix Z sur 2Z, bon il appelle C2 croix C2, ouais. Donc c'est des copies de C2 croix C2, le produit direct, dans l'espace. Et voilà, donc il trouve trois classes de conjugaison, et qui correspondent géométriquement à trois dessins, vraiment super chouette. Les sous-groupes cycliques de l'espace, alors ça c'est vraiment bien. Donc l'espace affine, euclidien, on va chercher des sous-groupes cycliques là-dedans. Et comment on va les trouver? Avec encore de très beaux dessins, deux types de générateurs. Alors bien sûr, il y a ce qu'on pense. Vous voulez un sous-groupe cyclique, vous allez prendre une rotation par rapport à un axe et d'ordre n, et vous allez avoir un sous-groupe cyclique d'ordre n. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Ils appellent ça des IPFU, c'est des involutions à point fixe unique. Bon, c'est bien. Moi, j'appelais ça des symétries rotation, ça me parle peut-être plus. Et on peut avoir, donc ça aussi, ça va nous donner d'autres classes de conjugaison, de copies de Z sur NZ dans le groupe des isométries. Et effectivement, il y a deux types possibles engendrés par ces symétries rotation, ces IPFU tels qu'ils l'appellent. Très joli exercice.
juste pour voir si on a compris, déterminer le nombre d'isométries f de l'espace tel que f puissance 12 et une réflexion. Vous partez d'une réflexion et vous voulez tous les f tels que f puissance 12 est égal à cette réflexion. Bon ben voilà, si vous avez compris cet exercice, ça y est, c'est bon, vous pouvez passer au chapitre suivant. Ah non, parce que quand même, il faut savoir, après avoir fait le groupe de Klein et ce groupe symétrique dans les isométries, comment on peut trouver une copie de D4, voilà, et on se sert justement, tout est très bien articulé, on se sert des copies de C2 croix C2 pour avoir des copies de D4 et des copies de Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, croix Z sur 2Z dans le groupe des isométries. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus qu'une seule classe de conjugaison, c'est intéressant. Voilà. Et puis à la fin, évidemment, on passe à A4 et S4 et même A5 avec des jolis dessins. Bon, alors celui-ci est absolument magnifique pour trouver le point fixe d'une certaine IPFU, donc symétrie et rotation, qui se voit comme composée d'une IPFU et d'une translation. Chapeau. C'est l'été désœuvré. Là, on attaque les isométries du tétraèdre régulier, on attaque toutes les sortes de... Voilà, donc là, c'est lié au sous-groupe de SO3. Des choses qu'on a fait quand même pas mal dans H2G2 avec Jérôme Germoni, donc c'est des choses que je connaissais bien, mais bon, bien sûr, là, il y a des dessins vraiment extraordinaires. Voilà, bon, tous les déplacements sur un cube, sur un tétraèdre, etc., toutes les symétries, tout est vraiment bien dessiné. Donc on retrouve S4 comme le groupe des isométries positives du cube, par exemple, et donc on a un dictionnaire entre les types de retournement et les types de décomposition. Bon, il y a le groupe du cube de Rubix, les relations entre le tétraèdre et le cube, donc le fait qu'on a deux tétraèdres inscrits dans un cube, et donc à quoi ça correspond au niveau groupe, tout ça. Ce joli dessin, on voit l'éclatement du cube comme ça, en petit tétraèdre, à partir d'un octaèdre central qui est dans le cube, et on fait tout exploser ensuite en tétraèdre. Les isométries du cube avec une jolie exergue. Chaque centimètre cube d'espace est un miracle. Combien de miracles y a-t-il dans un mètre cube d'espace? Magnifique. Oui, et puis un truc que j'avais pas réalisé. Ben oui, comme le groupe des isométries du cube, c'est S4, c'est le produit direct S4 par C2. Donc, il va y avoir des éléments qui vont être d'ordre 6 dans ce groupe, et en fait on va même avoir D6. Et s'il y a D6 dans le groupe des isométries, on se doute qu'il va y avoir un hexagone inscrit dans le cube. Et effectivement, donc, vous avez ce petit hexagone là, qui est joli comme tout, qui est inscrit. Donc, bon, avec donc ce groupe cyclique qu'on avait vu dans un chapitre précédent, et donc qui a pour générateur une IPFU, donc c'est une symétrie rotation, avec la façon, donc vous avez pareil, un joli dessin. Le groupe du cube comme le produit en couronne, C2, S3. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qu'il y avait que j'ai découvert dans le livre d'Alain sur les groupes. Le groupe du cube, on peut le voir comme un C2, produit en couronne avec S3. Alors produit en couronne, ça veut dire que S3 va agir sur C2, croix C2, croix C2. Voilà. Donc, en fait, ça revient à permuter géométriquement les trois axes orthogonaux du cube. Et après, bon, ce genre de choses vont servir, il me semble, après, quand on va regarder les groupes d'automorphisme.
Bon, alors là, bon, là, respect. Là, là, faut avoir du temps et de la patience, mais aussi du talent. Alors, j'aime beaucoup le chapitre 10, le groupe GL2 de F3 et le groupe S4. Voilà. Hein, donc, les liens entre les deux. GL2 de F3, bah, il agit sur les droites du plan sur F3, donc qui possède 4 droites. Donc GL2 de F3 va agir sur ces 4 droites. Donc il va y avoir un morphisme de GL2 de F3 sur S4. Donc il va avoir pour noyau les homothéties. Et donc on a un isomorphisme PGL2 de F3 et S4. Donc il y a des relations entre GL2 de F3 et S4. GL2 de F3 qui va être d'ordre 48 et S4 d'ordre 24. Et ce qui est intéressant, c'est que dans GL2 de F3, il y a SL2 de F3, SL2 de F3 qui maintenant est d'ordre 24, d'accord? Et dans SL2 de F3, il va y avoir un docilo qui va être unique, donc distingué, et qui est isomorphe à H8. Et on peut même prendre pour H8, comme définition de H8, le sous-groupe distingué d'ordre 8 de SL2 de F3. Et grâce à ça, vraiment, il y a plusieurs preuves, et ça je me suis régalé, pourquoi S4 est le groupe d'automorphisme de H8. Il y a de la réduction, parce que ce que je remarque dans le livre, c'est que vraiment ils utilisent très très peu de matrices. C'est très rare qu'on voit des matrices. C'est-à-dire qu'on fait tout, soit avec des groupes, soit alors avec des dessins, soit des graphes, mais très très peu de matrices par rapport bon, c'est quand même un exercice de style. Mais là, il y a des matrices pour, bah oui, puisqu'on passe à SL2 de F3, essayer de comprendre les classes de conjugaison d'éléments d'ordre pair pour comprendre H8, d'accord? Et donc on voit S4 comme le groupe des automorphismes de SL2 de F3. Et là, il y a plusieurs preuves, 3 preuves différentes. Une plutôt avec des générateurs et relations, donc la dernière, je la trouvais moins lumineuse. La première, je la trouve vraiment magnifique, bon, bah, je vous laisse la découvrir. Et puis la deuxième, avec les classes de conjugaison d'éléments d'ordre 3 dans SL2 de F3. Chacune des deux ferait un magnifique problème dans une UE de groupe. Hein. Je conseille aux profs de regarder ça. Alors là, une configuration cubique dans le treillis de GL2 de F3. Oui, on va pouvoir créer un cube dans le treillis des sous-groupes de GL2 de F3. Alors GL2 de F3, il est d'ordre, quoi, on a dit 48. Dedans, il va y avoir S3. Et il va y avoir 8 copies, en fait, de S3. Alors que dans S4, vous voyez bien que vous avez 4 copies de S3. Incroyable, avec des dessins, avec des fleurs et des citrouilles, magnifique. Bon, là on attaque après en chapitre 11 le groupe binaire octaédral. Donc ça, ben, on sait qu'il y a un revêtement de SO3, c'est SU2, et donc dans SO3, ben, il va y avoir S4 comme groupe du cube, des déplacements du cube, et donc on va tirer ce S4 dans SU2 et obtenir ce groupe S4 tilde qui va être de taille double, hein, et qui va se retrouver dans SU2. Voilà, encore de beaux dessins. Et étude. Donc c'est ce que je vous disais un peu, ce qu'on appelle les cousins, hein, de S4. Là, super chapitre 12, le groupe S4 parmi les groupes d'ordre 24. Comment caractériser le groupe S4 au milieu de tous ces autres copains qui ont même ordre que lui? Et là, donc c'est fait avec des petites propositions, des trucs, mais pas mal d'exercices. Et ces exercices-là, franchement, chaque exercice, ça peut être un problème
Ça peut être dans un problème d'agrég, ça peut être des beaux problèmes pour une UE d'algèbre de master. Super chouette, vraiment. Et donc, montrer, tiens, je vous lis, montrer qu'un groupe G d'ordre 24 qui n'a pas d'élément d'ordre 6 est isomorphe à S4. Voilà, des petites choses comme ça. Avec, bien sûr ça se déroule. Hein. Et là, les tables de caractères de S4 et de ses amis, avec une exergue de Jacques Lacan que j'ai adoré. La structure narcissique a un caractère irréductible. Bon, alors là c'est au perché. Voilà, donc, table de caractères. Bon, des choses aussi qu'on avait faites avec Jérôme Germoni dans H2G2. Mais là, avec peut-être un petit peu plus de table de caractères. Peut-être parce qu'il y a tous les caractères des groupes cousins. Bon, peut-être dommage, c'est ce que je disais, moins d'utilisation de la table de caractères. Voilà. Mais bon, alors merci à eux, ils nous ont mis une section à part, une référence de qualité. Le lecteur pourra consulter la remarquable chapitre 11 de H2G2 avec la correspondance de Mackay. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une faute d'orthographe. Mackay, c'est plutôt la correspondance de Mackay avec un A, mais bon, ça fera des choses pour la prochaine édition, c'est bien. Bon, je vérifierai si j'ai pas dit de bêtises. Alors, il y a aussi le chapitre 15, c'est sur présentation du groupe symétrique S4. Voilà, hein, donc ça, c'est des choses qui sont souvent mal comprises par les étudiants et très très bien fait ici. C'est lié à la programmation des groupes. Bon, ça c'est une chose. Il faut savoir montrer qu'on a un isomorphisme entre le groupe qu'on est en train de manipuler, donc le groupe S4 ici, et une présentation avec générateur et des relations. Donc un isomorphisme entre le quotient d'un groupe libre par un certain sous-groupe distingué. Donc le groupe libre, c'est là où on va voir les générateurs. Sous-groupe distingué, c'est là où on va voir les relations, en quelque sorte. Il faut bien montrer qu'on a un isomorphisme avec ce groupe ici, S4. Et il y a plusieurs façons d'obtenir des générateurs et des relations. Et tout ça, ça se voit avec le graphe de Cayley. Voilà, c'est très bien fait. Et c'est quelque chose qui manque un petit peu aux étudiants parce que c'est pas tellement au programme, mais ça permet d'éclairer un peu la notion de groupe et cette fausse simplicité cachée derrière les axiomes du groupe. Le groupe S4 et la correspondance de Galois. Alors ça, j'ai bien aimé. Et puis après, le birapport, c'est le dernier chapitre. Il voit le birapport et c'est intelligemment fait parce que on voit les choses avec beaucoup de dessin. En tout cas, c'était bien d'avoir fait un chapitre sur le birapport. Comme je disais, je pense que Rachid Naimi avait déjà écrit beaucoup de choses sur le birapport dans les livres précédents. Il n'a pas voulu se répéter, je pense. Mais en tout cas, bon, moi, j'ai pas mal milité pour que le birapport fasse partie un peu plus des programmes à l'agrégation, qu'on forme des profs de maths qui connaissent le birapport. Le birapport, c'est derrière, c'est quelque chose qui contrôle quand même le projectif. Le projectif, voilà, quoi. On peut estimer que des profs de maths doivent savoir comment fonctionne la 3D, quel est le rôle du birapport dans des problèmes purement photographiques ou dans des problèmes de 3D. Et c'est une bouteille à la mer. Bon, maintenant, si on veut continuer sur le livre, on va passer sur une autre vidéo, parce qu'il y a un moment dans les mathématiques où il faut arrêter d'être en mode gesticulation si on veut avancer un petit peu. Et donc, on va passer un peu au tableau. Alors maintenant, ben voilà, je voudrais quand même dire merci à Alain et à Rachid pour ce beau livre. Voilà. Puis vive les livres de la collection Nano. Ils sont intéressants,
ils sont un bon intermédiaire entre l'Internet qui nous propose des maths, mais si on regarde trop les maths sur Internet, on finit sur une superficialité, sur un mode zapping, etc. et qui peut être dangereux. Ce livre-là et la collection en général, c'est vraiment des livres agréables, mais qui ont le côté profond d'un livre. Et puis, merci, vive les auteurs là, qui participent à Calvage et Mounet. C'est vraiment pour moi la meilleure édition en France de maths. Il n'y a même pas photo, hein. C'est une évidence de le dire. Et puis voilà, donc merci encore une fois à Alain, à Rached, longue vie à eux. Merci à tous ces auteurs pour leur enthousiasme. Et je vais reprendre l'exergue de Poincaré pour tous ces livres qui parfument nos vies. Écroulé dans un hamac. Je voulais parler donc toujours de ce livre d'Alain Debreil et Rached Naïmé, le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses. Et ils mettent des petits compléments, parce que ça peut toujours être intéressant pour quelqu'un qui aurait essayé de faire des exercices ou essayer de comprendre un chapitre. Généralement des petits compléments qui vont utiliser la théorie des représentations. Dans le chapitre 2, ils attaquent un exercice de type nouveau et qui décline, c'est-à-dire vous prenez un élément de S4 et est-ce qu'il peut se décomposer en produit de 3 cycles? Voilà. Après, vous pouvez le faire, ils le font d'ailleurs, en produit de 3 cycles et une double transposition, un produit de 2-4 cycles, un produit de... Bon, voilà l'exercice tel qu'il est. Donc, je vais donner un exemple. On veut décomposer un élément de S4 en produit de 3 cycles. D'accord? Comme par exemple, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est le produit de 1, 2, 3 et de 2, 3, 4. D'accord? De combien de façons on peut décomposer cet élément en produit de 2, 3 cycles? D'ailleurs, cette formule est utile quand on veut montrer que AN est engendré par les 3 cycles. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, on peut modéliser ça de cette façon-là. Donc, on a une fonction f de C3 croix C3 dans S4 qui a sigma 1, sigma 2, donc c'est des 3 cycles, associe sigma 1 rond sigma 2. Quel est le cardinal de f-1 de sigma? Alors, quelques petites remarques. D'abord, dans le cas présent, on a 2 éléments de signature 1. Donc, quand on fera le produit, on aura forcément un élément de signature 1. C'est le début d'une indication que la théorie des représentations a son rôle à jouer quand même dans cette histoire. On va voir d'autres raisons. Ensuite, une autre remarque. On va conjuguer, alors ce que j'appelle conjuguer, je conjugue ici coordonnées par coordonnées. Hein, si je mets T, sigma 1, sigma 2, T-1, ben je vais conjuguer sigma 1 par T et sigma 2 par T. Et on voit bien que F commute avec la conjugaison. D'accord ? Et donc finalement, on voit que l'antécédent du conjugué, c'est le conjugué de l'antécédent. Et donc, comme la conjugaison, ça c'est une bijection, au niveau des cardinaux, ça va être égal. D'accord? Voilà. Donc, il va y avoir égalité des cardinaux. Donc, il va y avoir des répétitions. Donc, regardons le cardinal des classes de conjugaison. Les classes de conjugaison sont indexées par des partitions, d'accord, de 4 ici. C'est-à-dire E, l'élément neutre, ça va être la partition 1, 1, 1, 1 de 4. Et là, il n'y a qu'un seul élément. 1, 2, la classe de conjugaison de la transposition 1, 2, bah, c'est la partition 2, 1, 1. Il va y avoir 6 éléments. 1, 2, 3, donc le 3 cycles, bah, il va y avoir 8 3 cycles. Et ça correspond à la partition 3, 1 de 4, hein, puisque 3 plus 1, d'accord, ça fait 4. Ici, c'est la partition 4 de 4, et là, la partition 2 plus 2. Et là, c'est les cardinaux. J'ai mis les cardinaux 1, 6, 8, 6, 3. Le tout, ça fait bien 24, évidemment.
les classes de conjugaison forment une partition, évidemment, de S4. Et là, ben, puisqu'il y a même cardinal, et puisque on n'a rien au niveau des éléments de signature moins 1, on a 0, ben, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder E. Quelle est la préimage de E? Ben, ça va être les éléments de C3, et ici on a forcément l'inverse, donc il y en a 8, puisqu'il y a 8 éléments dans C3. C3 c'est celui-ci, hein, je l'écris autrement. Ensuite, si je prends un élément ici, un 3 cycles ici, eh ben, je vais appeler X1, 2, 3, hein, le cardinal de l'antécédent d'un 3 cycles. Ce cardinal ne dépend pas du 3 cycles choisi, donc on va avoir 8 plus 8x1, 2, 3, plus 3x, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le cardinal de la préimage de 1, 2, de la double transposition 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'est le cardinal de la préimage de n'importe quelle double transposition. Et donc, on sait que la somme, à la fin, ben, on va retrouver tous les éléments de C3 croix C3, c'est-à-dire 8 fois 8. D'accord? Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à cette équation. X1, 2, 3 est forcément égal à 4. Et X1, 2, 3, 4, que je vais écrire comme ça, hop, est forcément égal à 8. Vous regardez, ça fait 8 fois 4, 32. 3 fois 8, 24 et 8, 32. 32 et 32, ça fait 64, 8 fois 8. Donc voilà. Alors, les techniques là utilisées sont totalement élémentaires, elles exploitent bien l'équivariance par conjugaison. Maintenant, on peut carrément généraliser. Ce que je propose là maintenant, c'est de généraliser complètement cet exercice intéressant. C'est-à-dire que on sait en général que dans SN, les classes de conjugaison sont indexées par les partitions, d'accord, hein, qui correspondent aux longueurs des cycles dans la décomposition en cycles disjoints, d'accord. Et donc voilà, hein, c'est ce que je dis. Ici, par exemple, c'est 4 égale 2 plus 2, et 1, 2, ben, ça va être 2 plus 1 plus 1, hein, parce que dans les cycles disjoints, on a aussi les cycles de longueur 1 qu'il faut compter. Voilà. On a une formule, hein, qui est la formule du cardinal d'une classe de conjugaison. Ça, on connaît. Je l'ai mis là comme ça, juste pour... bon, c'est pas... mais ça, simplement, c'est connu. On peut la trouver dans H2G2. Et on va regarder, on va se donner plusieurs partitions, M partitions, lambda 1 à lambda M. On va regarder les classes de conjugaison correspondant à chaque partition, comme on a fait ici, sauf que là, il y en avait deux et que c'était la même, mais là, on peut en avoir M et ça peut en être des différentes. Et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire à sigma 1 jusqu'à sigma M, on associe la composée sigma 1 ou sigma 2 jusqu'à sigma M. Donc, on veut savoir de combien de façons possibles on peut décomposer sigma en sigma 1 rond jusqu'à sigma M, de sorte à ce que les sigma I sont dans les classes de conjugaison C de lambda I. Voilà, le problème est posé, c'est un problème général, ça généralise complètement ici. Ici, on avait 1, 8 pour E, 0 pour lui, 4 pour lui, 0 pour lui, parce qu'il est de signature moins 1, c'est de la son de signature moins 1, et 8 pour lui. Voilà. Donc, la réponse, je vous la donne et je le démontre après. On va calculer un vecteur V qui est dans quoi? Alors, ces vecteurs, ils sont dans C puissance IR de Sn. Donc, ce sont des vecteurs dont les coordonnées sont indexées par les irréductibles, les représentations irréductibles, à isomorphisme près, hein, du groupe Sn.
V ici, c'est le produit. Alors pour chaque qui, hein, d'accord, on va regarder sa coordonnée pour chaque qui dans IRSN. Et V, là, c'est le produit de la classe de conjugaison des lambda I, le produit indice I. D'accord, les lambda I, ça va parcourir ça, fois qui de lambda I. Alors, on sait que deux éléments conjugués ont même caractère, hein, dans la théorie des représentations, et comme les classes de conjugaison sont indexées par des partitions, ça fait sens d'appeler qui de lambda I l'image par le caractère qui de n'importe quel élément qui est dans la classe de conjugaison associée à lambda I. Et je divise par qui de E puissance, pardon, M moins 1. Et W lambda, c'est égal à juste, en fait, si vous regardez, c'est juste la colonne correspondant à lambda dans la table de caractères. W lambda, c'est qui de lambda. Voilà. C'est une formule assez simple qu'on va illustrer tout de suite. Alors voilà, on illustre la formule que j'ai proposée, juste j'avais oublié de mettre un factoriel n ici au dénominateur. Voilà, donc allons-y, on va résoudre ce problème d'une autre manière sans calculer une équation diophantienne, parce qu'on se doute que cette méthode-là, elle ne va pas se généraliser, il n'y aura pas unicité de la solution quand les choses vont se complexifier. Donc allons-y, on regarde la table de caractères de S4, d'accord? Donc cette table de caractères, pour SN, elle est connue depuis Frobenius. Hein. Frobenius a réussi à trouver toute la table de caractères de SN, c'est quand même un joli tour de force. Et il faut donc calculer. Le truc était de comprendre les choses pour C3 croix C3. Donc ça veut dire qu'il faut regarder le vecteur V 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, je n'ai pas tout à fait pris les mêmes notations, mais vous comprenez que ça, c'est la partition 3, 1 et la partition 3, 1. Alors, donc je vais mettre en facteur tout ce qui ne dépend pas de qui, d'accord? Ici, le produit des cardinaux des classes de conjugaison, donc c'est 8, ici, cette classe-là, c'est 8, 8 fois 8, et on divise par factoriel 4, donc 24. Ça, je le sors. Ici, on va regarder maintenant ce qui dépend de qui. Donc, étant donné qu'on a deux fois la même, ça veut dire qu'on va multiplier cette colonne par elle-même. Mais attention, il faut diviser aussi par qui de E puissance. Alors, M égale 2. Hein, il y a deux, on fait le produit de deux permutations. Donc, ça fait, on divise par qui de E puissance 1. Donc, qui de E. Donc, ici, on va avoir 1 au carré sur 1, donc il n'y a pas de problème. Bon, 0 au carré sur 3. Et là, moins 1 au carré sur 2. Donc, ça fait 1, 1, 0, 0, 1 demi. D'accord? Voilà. Donc, on a calculé notre vecteur ici. On simplifie, hein, c'est 4 tiers de 2, 2, 0, 0, 1. Voilà. Et ça y est, on l'a calculé. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre ce vecteur W lambda, donc ça veut dire qu'on recopie juste la colonne de la table de caractères, et on écrit, et on fait le produit scalaire. Donc WE, ça fait 1, 1, 3, 3, 2, c'est ce que je lis en vertical. Donc je fais le produit scalaire, ça va faire 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, et 6 tiers, ça fait 2, fois 4, ça fait 8. Donc, on tombe bien sur ce 8-là. Maintenant, pour 1, 2, on sait qu'on avait 0, hein, on n'avait rien. Donc, effectivement, vous avez 2 moins 2. D'accord? Voilà, 2 moins 2, ça fait 0, fois 4 tiers, ça fait 0. W1, 2, 3, on avait trouvé 4. Et là, on va le retrouver. Qu'est-ce qu'on a? On fait le produit scalaire, ça fait 1 fois 2, plus 1 fois 2. Donc là, on est à 4. Moins 1 fois 1, donc on est à 3. Et divisé par 3 multiplié par 4, ça fait bien 4.
Et puis pour les autres, je vous laisse vérifier. Hein. Ici, vous prenez celui-ci, il faudrait trouver 8 hein, pour la partition de 2. Donc ici, vous avez 2 et 2, 4, 4, bon, là, 0, et 2, 6. 6 divisé par 3, ça fait 2, 2 fois 4, 8, on tombe sur 8. Voilà, donc voilà, on se dit, ça c'est un travail pour la théorie des caractères. Pourquoi? Tout simplement parce que la théorie des caractères, autant son défaut, c'est de ne pas savoir distinguer deux éléments qui sont dans la même classe de conjugaison. Vous voyez la table de caractères ici, ce sont des éléments qui sont tous regroupés par classe de conjugaison. Bon, donc voilà, hein, tant pis. Mais inversement, quand le problème se pose en termes de classe de conjugaison, alors c'est probablement une des théories les plus puissantes qu'on puisse avoir, surtout là pour les groupes finis, hein, où on sait quand même faire pas mal de choses. Oui, alors pour la vidéo suivante, où on va mettre les mains dans la théorie des caractères, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y aura besoin juste de savoir ce que c'est qu'un caractère. Le lemme de Schur, comme d'habitude. Hein, donc le lemme de Schur va être utile. Et puis, la représentation régulière. Savoir ce que c'est que la représentation régulière. Hein, d'accord? C'est-à-dire, cette représentation, c'est juste la représentation par permutation de l'action à gauche de G sur lui-même. Hein, voilà. Hein, donc on regarde ça. C'est des matrices de taille, le cardinal de G, qui sont des matrices de permutation et dont on veut le caractère. Donc voilà. Ça, c'est juste les choses qu'il faudra savoir. Et le reste, on est tranquille. Voilà, on attaque la preuve. Donc, on veut calculer le cardinal de l'ensemble des permutations des MU clés de permutation, tel que le produit est un sigma qui a été fixé, et sigma i appartenant à la classe de conjugaison correspondant à une partition donnée lambda i. Voilà, on veut calculer le cardinal de ça. Et là, on remarque que sigma, on peut le passer de l'autre côté, d'accord? Et ça devient sigma moins 1. Comme on est dans Sn, on ne change pas de classe de conjugaison. La classe de conjugaison d'une permutation, c'est la même que la classe de conjugaison de l'inverse. Et donc, on peut, à cause de l'invariance par conjugaison qu'on avait dit, se ramener au problème suivant. C'est sigma 1, sigma m plus 1, donc je rajoute sigma m plus 1, d'accord, tel que le produit est égal à E, puisque j'ai passé ça de l'autre côté, d'accord. Maintenant, tous les sigma i sont dans C de lambda i, mais cette fois-ci pour i allant de 1 à m plus 1. Mais maintenant, j'en ai trop compté parce que je prends tous les sigma m plus 1 dans la classe de conjugaison correspondant à lambda m plus 1. Alors lambda m plus 1, hein, évidemment, c'est le lambda dont on était parti pour sigma. Hein. Ici, on était parti d'un certain lambda ici. Hein. Donc ici, c'est ça. Bon, et donc on en a mis trop, donc il faut diviser par ces lambda m plus 1 à cause de l'invariance dont on avait parlé. Voilà. Donc il faut calculer cette chose-là, et maintenant, on se ramène à calculer cette chose-là. Mais maintenant, c'est plus la peine d'avoir m plus 1, je me ramène à m plus 1 est vraiment inutile. Il suffit, on peut se convaincre que cette formule revient exactement à calculer ceci et à dire que, donc ça c'est la même chose que ça, mais pour m, j'ai ramené m plus 1 à m, et ici, dire que c'est égal à 1 sur factoriel n, la somme pour les caractères irréductibles de Sn du produit de C lambda i, alors i de 1 à n évidemment, fois qui de lambda i, j'ai expliqué ce que c'était que qui d'une partition,
divisé par qui de E, puissance m-2. Hein, le m-1 ici vient du fait qu'on a décalé ici par rapport de m plus 1 à n. Voilà, c'est cette formule donc que l'on va montrer et vous pouvez vous convaincre très facilement qu'elle est équivalente à celle-ci, hein, vue comme cette somme et vue comme un produit scalaire dans C puissance IR de Sn. Voilà, la chose à laquelle on pense, pourquoi est-ce qu'on a isolé E? C'est parce qu'on a une fonction indicatrice si on est sur E ou pas. C'est le caractère de la représentation régulière. Donc, la représentation régulière, je vous l'ai dit, c'est une représentation par permutation. La représentation par permutation, c'est une matrice, d'ailleurs une matrice de permutation, ça ne va pas arranger les choses, qui correspond à la multiplication d'un élément à gauche d'un élément de Sn. Donc par exemple, E, quand vous multipliez à gauche, vous allez avoir l'identité, et la trace de l'identité, quand vous cherchez le caractère, c'est factoriel n. Maintenant, quand vous allez multiplier par un élément qui n'est pas l'identité, eh ben, vous allez avoir aucun invariant. Si un élément n'est pas l'identité, quand on multiplie par un autre élément, forcément, ça va donner un élément différent de l'élément par lequel on a multiplié. Donc ici, on va avoir dans notre matrice de permutation que des zéros sur la diagonale qui expriment qu'on n'a aucun invariant. Donc la trace va être nulle et ici, on va avoir 0. Donc, en fait, vous voyez que 1 sur factoriel n qui règle, c'est la fonction indicatrice de l'élément neutre. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Donc on peut repérer cet élément neutre-là, à condition qu'on sache un peu plus sur qui règle, bah, c'est facile de décomposer qui règle en somme de caractères irréductibles. Les coefficients, c'est juste qui de E, c'est-à-dire la dimension, hein, ce qu'on appelle le degré de la représentation irréductible correspondante. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre formule, notre cardinal ici, c'est combien de fois on va avoir E? Ben, on va avoir E, ben, vous voyez, il suffit de regarder qui règle, d'accord, sur factoriel n, et de l'appliquer à tous ces éléments-là, et on va avoir 1 à chaque fois qu'on sera tombé sur E, et 0 sinon, donc ça va bien compter, c'est exactement ce qui s'appelle compter cet ensemble. Donc le résultat, c'est 1 sur factoriel n, somme de qui appartenant à IR de Sn, on reprend ça, qui de E, on reprend ça, et maintenant, on va faire la somme de tout ça pour les sigma i, hein, dans C de lambda i, des qui de sigma 1, sigma n, pour repérer quand on va avoir E ou pas. Voilà, donc ça, c'est égal à ça. Mais, eh ben, perdu, parce qu'il n'est pas compatible avec la multiplication. Voilà, et ça, on est très embêté, mais je voulais quand même vous montrer l'idée de la preuve, elle est finalement là, sauf que, étant donné que la trace n'est pas compatible avec la multiplication, ça a toujours été comme ça, mais que la représentation, elle l'est, c'est-à-dire que ρ du produit, c'est le produit des ρ, hein, parce que ρ c'est ça une représentation, c'est quelque chose qui est compatible. Alors, on va reprendre cette même idée, mais on va essayer de l'élever au niveau des représentations, quitte à prendre le caractère par la suite. Voilà, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Voilà, on part sur cette idée-là. C'est pas le caractère qu'on va regarder tout de suite, c'est d'abord ρ, à cause de cette compatibilité avec la multiplication. Donc on va prendre ρ, une représentation irréductible de Sn. Hein, et on va dire que, on va regarder la moyenne, donc on va prendre sigma 1, donc qui sera un représentant de la classe de conjugaison lambda 1, et on fait la moyenne des ρ de tous les conjugués, en prenant carrément T1 dans Sn. Et donc on fait cette moyenne. Alors évidemment, comme ρ va dans en de V ρ, quand on fait des sommes, des moyennes,
on reste dans and de Véro. Dans and de Véro, indice C. C'est-à-dire c'est juste un endomorphisme complexe de notre représentation complexe Véro. Maintenant, je vais faire mieux. Je vais montrer que c'est dans and de G. C'est-à-dire que ça va commuter avec l'action de G. C'est-à-dire, si j'appelle ça phi, d'accord, cet endomorphisme, phi rond rho de G, ben ici, vous allez composer à droite par rho de G. Donc maintenant, je mets rho de G à gauche, je compense en mettant G-1. Ici, j'ai mon G qui est rentré à l'intérieur parce que rho est compatible avec la composition, d'accord? Donc ça, j'ai ça. Et maintenant, je vais prendre le changement de variable T1' égale G-1 T1, ce qui va faire que T1'-1, c'est T1-1 G. Et avec ce changement de variable, je retrouve phi une fois que j'ai sorti rho de G. Et donc, ça va faire rho de G rond phi. Donc, on voit bien que phi commute avec rho de G. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Il faut connaître le lemme de Schur. Le lemme de Schur, il dit que si la représentation est irréductible, c'est des représentations complexes, évidemment. Si la représentation est irréductible, alors phi est maintenant une homothétie. Quel est son rapport? Donc, c'est l'identité fois un certain rapport. Ben, pour calculer le rapport, il faut calculer la trace, puisque c'est une homothétie, il faut calculer la trace et diviser par la dimension. D'accord? Donc, calculer la trace, ben, puisqu'on a pris la moyenne, ben, et que la trace ici est invariante par conjugaison, eh ben, on va avoir juste qui de sigma 1, puisque ça va être toujours c'est la moyenne de toujours le même élément, et la dimension, ben, c'est qui de E. Donc voilà, ici, on a obtenu une première formule, mais qui est très très classique comme utilisation du lemme de Schur. Mais maintenant, ce qui va être moins classique, c'est qu'on va le prolonger. Maintenant, je vais composer cette formule à droite par rho de Y. Donc ici, je vais mettre rho de Y, et ici, je vais mettre rho de Y. D'accord? Qu'est-ce que c'est Y? Ben maintenant, Y, c'est T2, sigma 2, T2 moins 1. Où sigma 2, ça va être un représentant de la classe de conjugaison de lambda 2. Alors, ben oui, ça veut dire que je vais pouvoir rentrer Y là-dedans, d'accord? Là, je vais avoir rho de Y, mais maintenant, je vais pouvoir réutiliser cette formule-là, mais pour la moyenne des rho de T2, sigma 2, T2 moins 1, d'accord? Et ça va me donner la formule suivante. Donc, comme je remoyennise, je vais avoir 1 sur factoriel n maintenant au carré, somme pour T1, T2 dans Sn de rho de T1, sigma 1, T1 moins 1, T2, sigma 2, T2 moins 1, d'accord? Voilà, donc ces éléments-là. Et là, on va obtenir toujours qui de sigma 1, qui de E, qui sera mis en facteur, et il va se rajouter ce qui de sigma 2, qui de E, donc on va avoir qui de E au carré, etc. Donc vous avez compris la récurrence, maintenant on va l'écrire. Donc vous comprenez bien que par récurrence, ici, on va avoir cette formule que je viens d'écrire, donc 1 sur factoriel n puissance m, somme pour T1 jusqu'à Tm dans Sn, de rho du produit des conjugués par les TI des sigma i. Les sigma i, eux, c'est des représentants de la classe de conjugaison correspondant à la partition lambda i. Et bien c'est égal au produit, donc ça c'est un endomorphisme, d'accord? C'est égal au produit des qui sigma i, exactement comme ici, divisé par qui de E puissance m, là, d'accord, à chaque fois on divise par qui de E, et l'identité de Véro, d'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais quand même rajouter quelque chose en bleu, si vous voyez le bleu, je ne sais pas. Si je regarde le caractère de rho, maintenant, ça y est, je peux passer, hein, vous voyez que ça y est, je peux passer au caractère, hein, c'est maintenant. Hein. Donc là, la représentation et son utilité, parce qu'elle commute avec le produit, et ben ça y est, elle a servi à avoir une formule. Maintenant, je vais pouvoir prendre le caractère de rho ici, et là, je vais avoir le caractère ici, donc je prends la trace, et ici, la trace de l'identité, c'est justement la dimension, donc qui de E. Donc ici, j'aurai, quand je vais prendre ça,
je vais avoir m-1 et là, ça va disparaître. Maintenant, je vais faire la combinaison, je vous rappelle que qui reg, d'accord, c'est égal à la somme de qui le e qui. Et donc ici, je vais diviser par factoriel n, comme ça j'ai la fonction indicatrice de l'élément neutre. Eh bien, ça va vouloir dire que le cardinal, d'accord, de l'ensemble, alors attention, il y a une nuance, hein, c'est l'ensemble des T1 jusqu'à Tm hein, dans Sn, tel que ce produit-là, ici, est égal à E, il faut que je fasse 1 sur factoriel n, d'accord? Donc ça, étant donné que j'ai passé lui de l'autre côté, il va rester plus que factoriel n sur m-1 à cause de ça, le moins 1 correspond à ça. Je fais maintenant la somme des qui dans ir de Sn, d'accord? Et je regarde ici le produit, d'accord? Et je multiplie, qui, ici, par qui de E, ce qui va faire que le m-1 va maintenant devenir un m-2. Voilà la formule que je vais utiliser. J'ai presque terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le lien entre cet ensemble et celui-ci. Alors, quelle est la différence? C'est que ici, on a directement les éléments dans les classes de conjugaison, alors que ici, eh ben, on les obtient tous, forcément, en conjuguant. Mais on les obtient tous avec une certaine multiplicité, c'est-à-dire qu'on répète toujours le même élément ici. Alors, combien de fois on le répète? Bon, ben, ça c'est bien connu. On a une action du groupe Sn sur la classe de conjugaison, hein, une action transitive, et T, on va l'envoyer sur T sigma T-1, où sigma c'est un élément de la classe de conjugaison. On sait que ça induit une bijection de Sn, du quotient Sn sur le stabilisateur de sigma avec la classe de conjugaison. Donc ça veut dire que un élément de la classe de conjugaison ici va correspondre à autant d'éléments de Sn qu'il y a dans ce sous-groupe, ce stabilisateur. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à multiplier. Donc, pour passer de la formule qu'on veut à la formule qu'on a, il faut juste diviser par le produit des stabilisateurs de tous ces sigma i, d'accord? Voilà. Et c'est facile de calculer le stabilisateur, le cardinal du stabilisateur, toujours à cause de ça, puisque le cardinal du stabilisateur, c'est le cardinal de Sn divisé par le cardinal de la classe de conjugaison. Donc, il faut diviser par le produit de ces choses-là. Donc, quand on va le faire, ben, factoriel n, on va avoir au dénominateur factoriel n puissance m. Donc, quand on va diviser ici, on va avoir 1 sur factoriel n tout court. Donc, c'est celui-ci. Et puis, quand on va diviser par ça, c'est comme si on multipliait par le produit des CI. Donc, ici, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, voilà, je vous laisse vous convaincre. On a bien la formule et on arrive à savoir combien on a de décomposition d'un élément de Sn en produit de choses qui sont associées à une partition donnée, et ça généralise bien ce joli exercice de Alain et Rached. Voilà, c'était bon, là c'est vrai que cette généralisation, surtout sur un petit tableau, hein, c'est un peu costaud.